Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 14. Marion adressa un sourire à Isaac lorsqu'il entra dans le magasin. En revanche, elle ne cacha pas une certaine méfiance en voyant Solange à ses côtés. Le policier salua la commerçante et présenta sa supérieure. Cette dernière tendit la main et esquissa un sourire. Marion se détendit un peu. Nous aurions quelques questions supplémentaires à vous poser, mon collègue et moi-même. Expliqua Solange. Pas de souci. Répondit Marion. Nous aurions besoin de tout savoir sur ces fameux oasis dont vous avez parlé à mon collègue. Oh, je suis navré, mais je n'ai rien à ajouter. Je vous ai dit tout ce que je savais. C'est un groupe de personnes qui sont adeptes de vieux cultes de religion vaudou. Il existe beaucoup de groupes comme ceux-là dans le coin? Oh, vous savez, le mystique et le paranormal ont le vent en poupe. Certains y croient, d'autres s'en amusent, mais tous viennent ici pour acheter ce dont ils ont besoin. Pour le vaudou, c'est un peu à part. Beaucoup le considèrent comme une religion. C'est d'ailleurs un culte reconnu en Haïti, je crois. Et vous? Moi? Elle éclata de rire. J'ai toujours été fascinée par ce monde-là, mais je sais bien que des deux font quatre. Elle fit un petit clin d'œil entendu. Solange s'amusa des propos de son interlocutrice. Elle en fut soulagée également. Elle n'avait pas affaire à une personne fantasque qui aurait pu la perdre dans un quelconque délire. Elle pensait maintenant qu'elle pourrait lui parler sereinement et s'appuyer sur ses réponses. Je sais, Reprit Solange. que mon collègue ne vous a pas fait part des détails de notre enquête. Et j'ai pensé, peut-être naïvement, que vous avez pu croire que cela n'était rien d'important et qu'il n'était pas nécessaire de nuire à des clients dans ces conditions. La patronne de l'Oriflamme Sacrée n'eut aucune réaction et attendit que la policière poursuive. Mais, madame, nous sommes dans le cadre d'une affaire de meurtre et je pense qu'il serait bon de revoir votre position. D'un coup, Marion se décomposa. Effectivement, elle n'avait pas envisagé que la problématique puisse être aussi grave. Elle prit le temps de s'asseoir et, sans avoir le courage de regarder les deux policiers en face, se maudit elle-même. Bien sûr. Bien sûr, cela change tout. Je n'ai pas été complètement honnête l'autre fois. Un peu perdue, elle ne termina pas son propos, se leva et commença à pianoter sur son ordinateur. Une fiche d'information s'afficha sur l'écran. Voilà. Dit-elle. En fait, ce fameux Eric m'a commandé certains produits pour son culte le mois dernier. Et à cette occasion, j'ai enregistré son nom et son numéro de téléphone. Parfait. S'exclama Solange. Eric Vorgen. Reprit la commerçante en attrapant un petit post-it pour marquer le nom et le numéro de téléphone avant de le tendre au lieutenant. Cette dernière donna le papier au major en lui demandant de trouver l'adresse. Isaac sortit son téléphone et s'éloigna pour faire le nécessaire. Je vous remercie. Dit alors Solange. Avez-vous d'autres informations qui pourraient nous être utiles? Marion haussa les épaules. Elle n'avait rien à ajouter. Chocan lui laissa toutefois sa carte au cas où et prit congé. Elle retrouva Isaac sur le trottoir. « C'est bon, Lui dit ce dernier. j'ai l'adresse. » Eric Vorgen était un jeune homme d'une trentaine d'années, à l'allure d'adolescent attardé.
Ses yeux éclatés et son visage émacié donnaient l'impression, sans doute vrai, qu'il avait l'habitude de consommer des produits prohibés. Vêtu de noir et tatoué au bras droit, on pouvait facilement le classer dans la catégorie gothique. Face au lieutenant et au major, il ne jouait pas les cadors, et assis sur le fauteuil de son salon, il donnait l'air d'un petit garçon pris en faute. Solange se sentait de fait à l'aise pour l'interroger, et sans user du moindre subterfuge, elle lui demanda des détails sur les Loas et la confrérie à laquelle il participait. Eric fut clairement surpris que l'on vienne le questionner sur ce sujet. En fait, lorsque les deux policiers s'étaient présentés, il avait cru qu'ils étaient là pour les stupéfiants. Il fut grandement soulagé que cela ne fût pas le cas et se détendit nettement. C'est sans difficulté qu'il parla dès lors de la confrérie, affichant même un sourire de fierté. Nous sommes un groupe qui pratiquons la religion vaudou. Je l'ai découvert lors d'un voyage en Haïti avec un ami. Nous en explorons tous les recoins. Tous les recoins? Insista Solange. Nous prions, invoquons les esprits et nous reproduisons les rites magiques plus marginaux pour bénéficier de leurs effets. Solange et Isaac, qui avaient pris la peine de parcourir quelques ouvrages sur le sujet, parvinrent à rester impassibles. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient prendre au sérieux ce type de déclaration. Si Eric croyait vraiment à cette magie, c'est qu'il n'était pas tout à fait sain d'esprit. Cependant, la santé mentale du jeune homme n'intéressait pas le moins du monde les deux policiers, et Solange resta le plus naturel possible pour demander s'il en appelait parfois au GD Cassius. Eric eut un large sourire surpris. « Vous êtes vraiment très bien renseignée, madame. Je ne savais pas que la police s'intéressait à ma religion. » Oh, c'est pour une enquête, rien de plus. « Ah, dommage. Peut-être voudriez-vous aller plus loin plus tard. » Le lieutenant aurait peut-être aimé en savoir plus sur le vaudou, mais elle n'avait vraiment pas le temps pour cela. Elle se contenta donc d'un petit geste de la tête et reposa la question. Les GDS ne sont pas des rituels, ce sont des esprits. Nous pouvons les appeler lors de rituels, mais c'est risqué. Pourquoi risquer? Personne ne sait quelle réaction aura un GDS. Cassius est l'un des plus dangereux. Il joue avec la vie et la mort sans aucune difficulté. Il est un peu comme les jumeaux Marassa, qui sont d'autres esprits. Il a un frère, le GD Satas. Tous deux sont au service du baron Samedi et de sa femme, Madame Brigitte, qui font la transition entre la vie et la mort. Le jeune homme semblait habité par sa croyance. Il en parlait avec le plus grand sérieux et paraissait même flatté de pouvoir ainsi partager les choses avec des novices. Solange et Isaac décidèrent d'en profiter pour se renseigner davantage. Donc, reprit le major, personne de votre groupe ne fait appel à Cassius ou à son frère. Oh non, Et vous êtes nombreux dans cette confrérie? nous sommes 32. Comment pouvez-vous être sûr que personne ne fait cela alors? insista Isaac. Les deux policiers traquèrent la moindre hésitation, le moindre changement de regard ou d'attitude. Mais il n'y en eut pas, et c'est du tac au tac que le jeune homme répondit. Nous sommes des gens responsables. Le vaudou peut être dangereux pour ceux qui le pratiquent, et pour les autres aussi. Il n'est pas question de jouer avec cela. Vous connaissez pourtant ces... Solange hésita sur le terme employé, et Eric termina sa phrase. Oui, bien sûr, mais elles sont dans l'antédiction. Personne ne les utilisera. Pardon, dans quoi? L'antédiction, c'est l'ouvrage de notre confrérie où se trouvent les incantations et tous les rituels interdits. Vorgen était parfaitement clair et carré dans les explications malgré le caractère délirant du sujet. Rapidement, Solange eut l'impression que le jeune homme ne cachait pas la vérité et fut conduite à penser que Marion les avait, involontairement, orientés sur une mauvaise piste. Cela étant dit, ce n'est pas parce que la confrérie des Loas ne pratiquait pas ce rituel et n'en appelait pas à ses esprits que d'autres ne le faisaient pas. Existe-t-il d'autres groupes comme le vôtre dans la région? Interrogea le lieutenant. Non, pas à ma connaissance. Il avait hésité. Solange avait remarqué qu'il avait hésité. Oh, presque rien. Une demi-seconde, un petit clignement d'œil. Mais elle en était persuadée. Il avait hésité. Et puis, dans la suite de l'entretien, il se montra un peu moins enthousiaste, un peu moins jovial. Le lieutenant hésita sur la conduite à tenir. Le prendre en défaut ou faire comme si de rien n'était. Elle opta pour la seconde solution. Son impression était trop légère, trop vague pour lui permettre de monter à l'assaut. Elle remercia donc le jeune homme pour sa collaboration et avec Isaac, ils prirent congé. Dès qu'ils furent sur le chemin du retour, elle partagea son doute avec son collègue. Ce dernier, sans doute moins perspicace, parut surpris. Il n'avait rien remarqué, mais comme il avait une confiance sans borne dans sa collègue, il ne douta pas de son propos. Oh, je ne pense pas qu'il nous ait menti sur les pratiques de sa pseudo-confrérie, affirma Solange. En revanche, il sait autre chose.
Il y a quand même bien quelque chose qui m'interpelle. reprit Isaac. Pourquoi Marion a-t-elle pensé de suite à eux quand j'ai parlé des personnes au visage peint? Les deux policiers l'avaient à peine quitté qu'Eric s'était emparé de son téléphone et avait passé un coup de fil tendu à une inconnue. Il avait rapporté en détail la teneur de la conversation qu'il avait eue avec Solange et Isaac. Et, au bout du fil, une mystérieuse interlocutrice n'avait rien répondu. Face à ce silence, le jeune homme avait insisté. « Mais que dois-je faire ?»« Rien, vous n'êtes pas concerné. »« Mais ils sont sur votre piste, ils ont compris pas mal de choses. »« Si vous n'avez rien dit, ils n'ont rien, rien du tout. Et dans le cas contraire, je saurais en faire façon. Je vous remercie de m'avoir prévenu. » Eric n'était pas à l'aise après avoir accroché. Son interlocutrice s'était montrée courtoise, mais sa froideur habituelle lui semblait cette fois-ci encore plus insupportable. Pourquoi s'était-il compromis ainsi ? Il avait voulu aller plus loin, connaître le côté le plus obscur des choses, et il craignait désormais que cela ne lui porte préjudice. Il décida d'oublier son inquiétude en se réfugiant dans les paradis artificiels que pouvait lui ouvrir la poudre blanche. Rapidement, il flirta avec l'inconscience et tout lui parut léger et sans importance. En fin de journée, il se résolut à nourrir son corps avec des éléments plus solides et, face à un frigo totalement vide, il dut sortir. Tandis qu'il marchait dans la rue sans parvenir à prendre vraiment contact avec le monde réel, il fut heurté par un passant et, à cette occasion, ressentit une petite piqûre dans le bras. Surpris, il se retourna pour voir le visage de maladroit. L'homme, le visage peint en noir, la bouche et les yeux en blanc, lui adressa un sourire. Eric sentit une peur terrible l'envahir. C'est le dernier ressenti qu'il eut. Il s'écroula et n'entendit même pas les cris de surprise et de peur des autres passants. Pour sa part, l'homme au visage peint disparut dans la foule bien avant l'arrivée de la police. Lorsque Solange avait informé Marion du meurtre d'Eric Worgen et des circonstances dans lesquelles il s'était produit, la commerçante avait ressenti aussitôt un étrange sentiment de culpabilité. C'est elle qui avait donné les informations à la police, et ce n'était sans doute pas une coïncidence qu'il ait été tué juste après avoir parlé aux forces de l'ordre. Il avait été facile de connaître les causes du décès. Les stigmates physiques laissés par le poison utilisé étaient connus de Fred, et la présence d'une petite trace de piqûre dans le bras droit permit de déterminer la façon dont il avait été administré. Le curare bien dosé n'avait pas de pitié. Marion se frotta le visage. Qu'avait-elle fait ? On ne l'y prendrait pas de sitôt. Elle saurait désormais mieux garder sa langue. Solange, pour sa part, avait besoin d'informations, et elle comptait sur la coopération de la vieille femme, ignorant naturellement son état d'esprit. J'ai besoin de connaître d'autres membres de cette fameuse confrérie, si vous avez des noms. Marion resta les yeux dans le vague un court instant, le temps de prendre le courage nécessaire. Puis, elle jeta un regard noir au lieutenant. « Désolé, je n'en connais pas d'autres. » Elle mentait. Elle avait bien un autre nom en tête, une jeune femme qui était venue avec Eric pour commander des ouvrages. Elle connaissait son nom et son prénom, et ne doutait pas une seconde que cela serait suffisant pour qu'elle soit identifiée par la police et sans aucun doute mise en danger, comme l'avait été Eric. Elle ne ferait pas deux fois la même erreur. Est-ce que Solange sentait que Marion mentait ? Est-ce qu'elle s'accrochait au mince espoir de trouver d'autres pistes ? Toujours est-il que la policière continuait à titiller la commerçante pour obtenir ces informations en l'interrogeant tour à tour sur le vaudou ou sur ses clients. Marion répondait distraitement. Elle entendait le lieutenant, mais elle ne l'écoutait pas, car une pensée était venue la troubler d'un seul coup. Peut-être que la jeune fille était déjà en danger et que Eric n'était que la première victime. Les craintes se posèrent dès lors différemment.
Et si pour la protéger, elle devait parler à la police. Elle ne parvint pas à s'y résoudre et garda le silence. Dans la voiture, on n'entendait que le son de l'autoradio qui diffusait des informations. Les nouvelles du monde n'étaient pas très bonnes, mais les deux policiers n'y prêtaient guère attention. Ils restaient plongés dans leurs réflexions. Au final, c'est Isaac qui parla le premier. J'ai l'impression que nous sommes à nouveau dans une impasse. Soupira-t-il. J'en ai bien peur. Confirma Solange. Il y eut un nouveau laps de temps où seule la radio s'exprima avant que le lieutenant ne reprenne le cours de ses pensées. Je me demande si elle nous a dit la vérité. Je me pose la même question. En tout cas, nous allons devoir trouver une autre façon d'identifier les membres de cette confrérie. À suivre.